La Russie a été frappée en son cœur. Le soir du vendredi 22 mars, 4 hommes armés sont entrés dans le Crocus, un centre commercial, et y ont massacré 143 civils innocents. Ils les ont exécutés à bout portant ou égorgés, GoPro à la main. L'attaque terroriste a eu lieu vers 20 h, juste quand un concert de rock allait démarrer. 6000 personnes étaient réunies à cette occasion quand 4 terroristes sont sortis de cette Renault blanche pour se diriger vers la salle de concert, tirant sur tous ceux qui avaient le malheur de croiser leur chemin. Pour faire le plus de victimes possible, les terroristes avaient scotché 2 chargeurs ensemble avec du ruban adhésif histoire de pouvoir tirer un max. Bref, l'objectif était clair et limpide, tuer le plus de monde possible. Surtout qu'avant de fuir, ils ont pris la peine de mettre le feu à l'immeuble grâce à des bidons de liquide inflammable. Bilan, 143 morts et des centaines de blessés. La pire attaque terroriste sur le sol russe de ces 10 dernières années. Alors, il s'est passé quoi? Pourquoi est-ce que Poutine veut absolument accuser l'Ukraine? Quelles seront les conséquences de cet attentat? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, je tiens à remercier notre sponsor du jour, CyberGhost VPN, l'un des leaders dans son domaine avec plus de 38 millions d'utilisateurs à son actif. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui te permet de protéger tes informations perso en créant un réseau privé à partir d'une connexion internet publique. Aujourd'hui, on est plein à utiliser des réseaux Wi-Fi publics dans des cafés, des gares et des centres commerciaux. Un VPN est donc indispensable pour protéger tes données. Mais CyberGhost VPN te permettra aussi de débloquer du contenu géo-restreint. En gros, tu pourras profiter de programmes en streaming exclusifs à d'autres pays, même sur des plateformes pas dispo en France, genre Hulu ou HBO Max. Mais ça marche aussi avec Netflix, dont le catalogue US est 40% plus grand que Netflix France. CyberGhost VPN te donne un accès illimité à plus de 11 000 serveurs dans pas moins de 100 pays, que ce soit sur ordi, tablette ou portable. Et parce que je sais que vous aimez ça, en switchant virtuellement en Belgique grâce à CyberGhost VPN, hop, accès direct et gratos à des tonnes de courses moto et auto en français via les chaînes locales. Tout ça en littéralement un clic. Même qu'un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en simultané. Comme ça, tu peux partager ton abo avec tes potes ou ta mif. Et le détail qui tue, c'est que CyberGhost ne collecte pas tes données perso. Donc, t'es totalement anonyme. Même CyberGhost ne sait pas ce que tu fais en ligne. D'ailleurs, plusieurs grands sites comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et Journal du Geek recommandent CyberGhost VPN, donc tu peux y aller les yeux fermés. Clique le lien dans la description pour bénéficier d'une offre géniale, un abonnement CyberGhost à 83% de réduction, soit à 2,03 € par mois, plus 4 mois supplémentaires totalement gratuits. Satisfait ou remboursé durant 45 jours avec un SAV ultra réactif 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Tu auras largement le temps de tester le produit pour voir s'il correspond à tes besoins. Allez, on reprend la vidéo, c'est parti. La réaction du Kremlin face à cet horrible attentat a été de blâmer l'Ukraine. Ouais, pas Daesh, mais Zelensky. Et pourtant, Poutine a réellement pris le temps de réfléchir. Le 13 novembre 2015, François Hollande avait très rapidement pris la parole pour s'adresser à une nation endeuillée. Poutine, lui, il a attendu presque 20 heures avant de parler face caméra. Et quand il l'a fait, il a tout fait pour éviter de désigner l'organisation État islamique au Khorasan comme responsable de cet attentat. À la place, il a clairement désigné l'Ukraine comme la commanditaire de cette attaque terroriste. Pour lui, le simple fait que les terroristes ont fui en direction de l'Ukraine avant d'être interceptés par les forces spéciales russes prouve que Kiev est derrière cette attaque. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Une fois le coupable idéal désigné, la cohorte de sbires a immédiatement embrayé en accusant l'Ukraine d'avoir fomenté cet attentat. Le soir même de l'attaque, sans même avoir attendu le feu vert du chef de l'État, Viktor Bondarev, membre du Conseil de la Fédération de Russie et ex-commandant en chef des forces aérospatiales, a directement rejeté la responsabilité sur Kiev. Pareil avec Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité. Le quotidien Commerçant, spécialisé sur les questions économiques, a lui aussi évoqué la piste ukrainienne. La source, le Kremlin. Bref, depuis, c'est cette hypothèse qui est privilégiée par les autorités russes ainsi que par tous les médias d'État.
Les services secrets russes accusent l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat de Moscou. Et ouais, le FSB, le service de sécurité russe, considère que l'arrestation des 4 terroristes alors qu'ils fuyaient vers le sud-ouest constituait une preuve accablante de la complicité des services secrets ukrainiens. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'à minuit, l'organisation État islamique a officiellement revendiqué l'attentat. Or, jusqu'à présent, Daesh n'a jamais revendiqué d'attentat qu'il n'a pas commis. Ils ont beaucoup de défauts, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins, ils sont honnêtes. Ensuite, plusieurs informations qui avaient été relayées par le journal Kommersant se sont avérées fausses. Par exemple, le fait que les terroristes avaient utilisé des fausses barbes ou qu'ils appartenaient au corps des volontaires russes qui se bat du côté des Ukrainiens. Or, ces informations étaient censées provenir des autorités russes, donc elles revêtaient un caractère officiel. Leur démenti a donc été un sérieux coup à la crédibilité de la version du Kremlin. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire que Poutine utilise des attaques faisant des victimes civiles à Moscou pour justifier sa politique militaire. Malheureusement, il apparaît déjà clairement que les autorités du Kremlin tentent sans aucun fondement de lier l'attaque d'hier à l'Ukraine. Margus Tsakna, ministre estonien des Affaires étrangères. Ok, donc, quel intérêt de blâmer l'Ukraine pour cette attaque terroriste? Est-ce que ces accusations sont crédibles? On t'explique ça tout de suite. Le croissant russe. À l'heure actuelle, on sait peu de choses sur l'attentat, surtout du fait que les autorités russes font barrage pour explorer la piste de l'organisation État islamique. Et ce malgré 2 revendications de Daesh. Le Kremlin a complètement ignoré les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux où l'on entend les 4 terroristes hurler Allahu Akbar pendant qu'ils vidaient leurs chargeurs sur des civils innocents. Pourtant, ces vidéos avaient été mises en ligne par l'organisation terroriste elle-même. Mais il en fallait plus pour convaincre le maître du Kremlin. Surtout que face au risque que Poutine monte l'affaire en épingle en accusant l'Occident, on a très rapidement su que les États-Unis avaient averti les autorités russes dès le début du mois de mars qu'une attaque djihadiste était imminente. Ils ont même précisé que les terroristes cibleraient Moscou. L'alerte était si sérieuse que le département d'État US a prévenu ses ressortissants qu'ils devaient à tout prix éviter les rassemblements de foule. Sauf que Poutine a considéré que c'était une tactique de guerre psychologique et il a décidé de ne pas tenir compte de ces avertissements. Tout cela n'est pas sans rappeler un chantage absolu et l'intention d'effrayer et de déstabiliser notre société. Vladimir Poutine. Le problème, c'est que Poutine s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il a publiquement reconnu qu'il avait été averti de l'imminence d'un attentat et qu'il n'a rien fait pour l'éviter. Ses services de renseignement se sont bien plantés, lui faisant perdre la face devant le monde entier. Après, certains d'entre vous pourraient être tentés de me répondre, mais Sancho, comment est-ce que les USA étaient au courant avant que ça ne se produise? Ça prouve bien qu'ils sont impliqués, non? Eh ben, les gens, c'est littéralement le taf des services de renseignement. Vous pensez qu'ils font quoi sur le terrain exactement? Des relevés météo? L'ironie du sort, c'est que le problème des services de renseignement occidentaux, c'est que ces dernières décennies, ils se sont tellement concentrés sur la menace djihadiste qu'ils ont complètement délaissé la montée en puissance des groupuscules d'extrême droite, l'infiltration des services de renseignement chinois et bien d'autres menaces. Mais bon, au moins, ils sont bons pour repérer et contrer les attentats islamistes. D'ailleurs, suite à l'attaque contre le Crocus à Moscou, les services US ont tout de suite identifié les commanditaires de l'attaque, l'organisation État islamique du Khorasan, le IK, une organisation terroriste qui avait déjà attaqué l'ambassade de Russie à Kaboul fin 2020, faisant 10 morts. Même que le IK a tellement gagné en importance en Afghanistan qu'il est devenu le principal rival des talibans. En fait, le IK reproche au régime taliban de ne pas appliquer la charia, la loi islamique, à la lettre. Du coup, le IK cible les talibans, mais aussi la Russie, le Pakistan et même l'Iran. Par exemple, le 3 janvier dernier, c'est l'organisation État islamique au Khorasan qui a perpétré l'attentat en Iran au cours d'un hommage au général Qassem Soleimani. Ce jour-là, 95 personnes périrent dans 2 explosions espacées de 15 minutes. Quelques mois plus tard, la veille de l'attentat à Moscou, le IK attaquait Kandahar, l'épicentre du mouvement taliban en Afghanistan. En gros, tout ça pour dire que le IK est un groupe terroriste très actif. Mais du coup, quel rapport entre la Russie et l'organisation État islamique au Khorasan? On n'en parle pas trop en Occident, mais la Russie, elle aussi, est exposée à la menace djihadiste. On t'en avait justement parlé dans cette vidéo l'année dernière. Du coup, c'est l'occasion de t'inviter à t'abonner, à liker et à partager, comme ça tu rateras pas les prochaines vidéos. Bref, faut savoir qu'en Russie, environ 15% de la population est de confession musulmane. Et on estime que d'ici 2030, on devrait passer à 20%. Le pays comptera bientôt 25 millions de Russes musulmans.
à l'écran, tu peux voir les 7 régions à majorité musulmane du pays. Il y a les 5 républiques autonomes du Caucase du Nord, le Tatarstan et le Bashkortostan, dans la région Volga-Oural. Or, ces régions n'ont pas toujours été pacifiques. Poutine est arrivé au pouvoir en 99. Son premier défi sécuritaire, d'abord en tant que chef du gouvernement, puis en tant que chef d'État après la démission de Boris Eltsine, une série d'attaques islamistes. Une succession de tragédies qu'il a su transformer en opportunités pour consolider son pouvoir. Comment Poutine a instrumentalisé les attentats de 1999 pour envahir la Tchétchénie. Cette année-là, 294 personnes meurent dans des attentats à la bombe. C'est le point de départ de la seconde guerre de Tchétchénie. Mais les 2 attaques terroristes les plus médiatisées furent celles du théâtre Dubrovka à Moscou en 2002 et celle de l'école de Beslan en 2004. En fait, en 2002, 50 terroristes tchétchènes sont entrés dans un théâtre à Moscou et ont fait des centaines d'otages. 4 jours plus tard, les Spetsnaz, les forces spéciales russes, sont entrés dans le théâtre après avoir injecté du gaz incapacitant dans les conduits d'aération. Or, on pense que le bilan extrêmement élevé de pertes civiles, 130 morts plus 50 terroristes tués, est justement dû à l'utilisation de ce gaz. Puis, en 2004, des Tchétchènes prennent une école en otage à Beslan. 3 jours plus tard, l'intervention musclée des Spetsnaz provoque un mouvement de panique. Bilan 334 morts, dont 186 enfants. Plus récemment, en 2017, c'est le métro de Saint-Pétersbourg qui est touché. 15 personnes sont tuées. En plus, on parle souvent de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. Mais en vrai, la Russie a dû faire face à sa propre version de l'EI sur son territoire, l'émirat du Caucase. Son objectif, la création d'un État islamique dans le Caucase du Nord, du Daghestan jusqu'à la mer d'Azov, en passant par la Tchétchénie et l'Ingouchie. C'est pas par hasard si l'islamisme est si ancré dans ces territoires. En fait, les 5 républiques autonomes du Caucase du Nord sont dans le top 10 des régions les plus pauvres de Russie. Leur économie est sous-développée et leurs mœurs culturelles sont très conservatrices. Le terreau fertile idéal pour le salafisme, un courant islamiste radical qui a connu un formidable essor ces dernières années. Comme si ça ne suffisait pas déjà en soi, ces régions ont été particulièrement touchées par les campagnes de mobilisation de nouvelles recrues qui sont ensuite envoyées comme de la chair à canon sur le front ukrainien. Dans un contexte de pauvreté et d'exclusion, fuyant une guerre par laquelle ils ne se sentent pas concernés, forcément que les jeunes Russes du Caucase sont des cibles idéales pour les recruteurs djihadistes. Bref, revenons à l'attentat de l'EIK à Moscou. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est bien l'organisation État islamique au Khorasan qui a mené l'attaque et pas l'Ukraine ? Bah, logiquement, on l'a évoqué tout à l'heure, le premier argument, c'est que Daesh a revendiqué cet attentat à 2 reprises et qu'il a publié des preuves vidéo en ligne. Une revendication qui a été réalisée par l'intermédiaire d'Amak, l'agence de presse et de propagande de Daesh. Ensuite, le deuxième argument, c'est le fait que les USA avaient identifié la menace en amont et prévenu les autorités russes de l'imminence d'une attaque terroriste. Du côté des autorités US, il ne fait aucun doute sur l'identité du commanditaire de cet attentat. L'organisation État islamique porte l'entière responsabilité de cet attentat. Il n'y a eu aucune implication ukrainienne. Adrian Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. C'est pas fini. Début mars, le service fédéral de sécurité russe a déclaré qu'il avait réussi à démanteler une cellule de Daesh à Kaluga, une ville au sud-ouest de Moscou. La cible, une synagogue. Ça prouve bien que l'organisation État islamique est présente sur le territoire national. Quatrième indice que c'était bien l'EIK qui était derrière l'attaque à Moscou, c'est que ça fait pas mal de temps que l'organisation terroriste désigne la Russie comme un ennemi à cause de ses interventions en Syrie, au Mali et au Burkina Faso, où les soldats et les mercenaires russes affrontent des djihadistes de Daesh. Et pour couronner le tout, on sait désormais que les auteurs de l'attaque sont originaires du Tadjikistan, le foyer du terrorisme islamique en Asie centrale. Surtout que ça fait des années que Daesh tente par tous les moyens de recruter des migrants tadjiks ou originaires d'autres pays d'Asie centrale et qui se trouvent en Russie. Alors pourquoi eux ? Parce que généralement, ils vivent dans des conditions très précaires. Déjà en 2016, l'analyste Martha Ter nous alertait de l'existence de ce phénomène. Le radicalisme prospère parmi les travailleurs migrants exploités en Russie. L'organisation État islamique est la plus agressive dans ces domaines. Le russe est la 3e langue la plus utilisée dans sa propagande, juste après l'arabe et l'anglais. Certains migrants ont décrit comment les radicaux font du prosélytisme dans et autour des mosquées de Moscou et comment des individus du Caucase du Nord visitent les chantiers de construction où ils travaillent et leur promettent du travail en Turquie et
en Syrie. Bref, il y a 3 hypothèses qui sont envisagées. La première, c'est que c'est l'Ukraine ou ses alliés occidentaux qui ont organisé cette attaque terroriste. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'une opération sous fausse bannière destinée à justifier une nouvelle escalade dans la guerre russo-ukrainienne. La troisième hypothèse, et la plus probable à nos yeux, c'est que c'était Daesh, plus précisément sa branche au Khorasan. Ok, à notre sens, l'hypothèse qui suppose que l'Ukraine est derrière tout ça n'a aucun sens. De 1, elle n'y gagne rien. De 2, ça fait monter le risque d'escalade et complique toute future négociation. Et surtout, elle risque de perdre le soutien occidental alors même qu'il est indispensable à la poursuite de la guerre. Il est cynique que le régime russe ait commencé à accuser les pays occidentaux et l'Ukraine d'être impliqués dans l'attaque. Alar Karis, président de l'Estonie. Et puis, la seule preuve des autorités russes, c'est que le véhicule Renault blanc à bord duquel les terroristes se sont échappés fuyait en direction de l'Ukraine. Sauf que c'est faux. L'interception des terroristes a eu lieu dans l'oblast de Briansk, tout près de la ville de Tepli. Le truc, c'est que cette ville est beaucoup plus proche de la Biélorussie qu'elle ne l'est de l'Ukraine. On a appris plus tard que c'était effectivement la destination des assaillants présumés. Ça te paraît tiré par les cheveux? Et bah pourtant, ça ne vient pas de nous. Attentat de Moscou. Les assaillants ont d'abord essayé de fuir en Biélorussie, assure le président Loukachenko. Ils n'ont pas pu entrer en Biélorussie. Ils ont vu cela et donc ils ont changé de route et sont partis vers la frontière russo-ukrainienne, a déclaré le président Alexandre Loukachenko. Surtout que ça n'a aucun sens de tenter de s'échapper via l'Ukraine, puisque c'est actuellement la frontière la plus surveillée et la mieux protégée étant donné que les deux pays sont en guerre ouverte depuis plus de 2 ans. Bref, le discours accusateur du Kremlin n'arrête pas d'évoluer et de se contredire. Pareil pour les alliés de l'Ukraine, ils n'ont rien à gagner et tout à perdre en organisant une attaque sous fausse bannière sur le sol russe. En temps de guerre, il existe des méthodes beaucoup plus efficaces pour déstabiliser la Russie, comme par exemple fournir à l'armée ukrainienne des missiles à longue portée. Bref, quelle que soit l'hypothèse retenue, le résultat est le même. Poutine est fragilisé. Écoute bien, en fait, jusqu'à présent, Poutine s'était présenté au monde et surtout aux Russes comme l'homme à la poigne de fer, capable de réagir à n'importe quelle situation. C'est lui qui rendrait à la Russie sa splendeur d'antan. C'est lui qui est parvenu à mettre fin à l'insurrection en Tchétchénie, aux attentats terroristes, au rapprochement de la Géorgie avec l'Occident, et c'est encore lui qui devait parvenir à dénazifier l'Ukraine. La Russie n'est peut-être pas l'économie la plus prospère du monde, ni la Silicon Valley du Sud global, mais au moins elle serait à nouveau forte et respectée. Mais ces 2 dernières années, cette rhétorique ultranationaliste a buté contre un obstacle de taille, l'incapacité de l'armée russe à atteindre ses objectifs en Ukraine. La campagne militaire, qui aurait dû être une promenade de santé pour celle qui était censée être la 2e puissance militaire au monde, est devenue un cimetière pour des centaines de milliers de Russes, ainsi que pour les aspirations d'une grande Russie, d'une Russie impériale. L'attaque terroriste à Moscou a tout changé. Déjà, ce n'est certainement pas une opération sous fausse bannière organisée par les services secrets russes, puisque l'opinion publique a été tellement ébranlée par l'attaque que le sentiment de sécurité des moscovites s'est totalement envolé. Pour l'heure, avec les infos qu'on a à ce jour, on réfute cette hypothèse. Du coup, retour à la 3e hypothèse. C'est bien une mission commando de l'EIK. Alors, pourquoi est-ce que le Kremlin persiste à accuser l'Ukraine ? D'une part, comme on te l'expliquait tout à l'heure, un tel échec de service des renseignements remet évidemment en cause le leadership de Poutine aux yeux de la population. Le néo-tsar n'a pas réussi à endiguer la menace djihadiste, donc il faut à tout prix nier la paternité de l'organisation État islamique sur cet attentat. Par contre, l'autre raison derrière l'obstination du Kremlin à blâmer l'Ukraine et ses alliés, c'est qu'il peut transformer cette tragédie en une opportunité pour former un mouvement d'unité et de cohésion nationale. En fait, le jour de l'attentat, avant qu'il n'ait lieu, la presse russe avait fait état de 2 informations importantes. La première, c'est que les médias nationaux avaient relayé les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui pour la première fois ne parlait plus d'opération militaire spéciale, mais de guerre. Nous nous trouvons dans un état de guerre. Oui, cela a commencé comme une opération militaire spéciale, mais dès que toute cette bande s'est formée, quand l'Occident collectif a participé à tout cela aux côtés de l'Ukraine, pour nous, c'est devenu une guerre. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, dans une interview accordée aux médias Argumenti Fakti. C'est un revirement majeur dans la rhétorique du Kremlin, qui suppose des annonces importantes à venir. Ce qui nous mène à la seconde nouvelle de poids publiée ce jour-là. La presse a annoncé
annoncé que le projet de mobiliser 300 000 recrues supplémentaires pourrait être avancé. Une information qui venait directement du ministère russe de la Défense. L'attentat a parfaitement coïncidé avec ces deux annonces et le Kremlin y a vu une opportunité pour mieux faire passer la pilule à la population russe. Il fallait donner aux Russes une raison de se venger avant qu'ils ne demandent des comptes à leurs dirigeants. En gros, il est dans l'intérêt de Poutine de désigner l'Ukraine comme coupable, même s'il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve et que les Ukrainiens n'y sont pour rien. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Ok, on vous a dit tout ce qu'on savait à l'heure du tournage de cette vidéo. Pour l'heure, tout semble indiquer que c'est bien l'EIK qui est le responsable de cet attentat. On a tous vu la tête qu'avaient les présumés terroristes lorsqu'ils ont comparu au tribunal. Des têtes tuméfiées, des bandages maladroits, l'air hagard. L'un avait été soumis à la torture avec des pinces électriques branchées sur les parties intimes, l'autre a eu l'oreille tranchée avant qu'on la lui fasse avaler de force. Et si nous, on a vu ces images, alors vous pouvez être sûr que Daesh aussi. Attentat de Moscou. Cette fois, laisse-nous te frapper à la tête. L'État islamique promet à Vladimir Poutine et aux sauvages russes de se venger pour les tortures infligées aux terroristes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les services de renseignement occidentaux n'ont pas baissé la garde. L'organisation État islamique reste une menace et la France est une cible prioritaire du groupe terroriste. Attentat de Moscou. L'EIK a mené plusieurs tentatives en France ces derniers mois, selon Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'approche des Jeux Olympiques à Paris cet été, les autorités françaises viennent de rehausser le plan Vigipirate à son niveau maximal. Urgence, attentat. Bref, depuis, Poutine a admis que l'attentat avait bien été commis par, je le cite, des islamistes radicaux. Mais selon le FSB, ils auraient été soutenus et entraînés par les Ukrainiens. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины. Ok, affaire pliée, maintenant à toi. À ton avis, quelles seront les prochaines décisions de Poutine après l'attentat qu'il impute à l'Ukraine? Va-t-il finir par admettre l'échec des services de sécurité? Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, on espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et de faire tourner. Je tiens à remercier une nouvelle fois notre sponsor, CyberGhost VPN. Si t'es à la recherche d'un VPN avec un super ratio qualité-prix, check le lien dans la description et sécurise tes données perso et ta navigation pour 2,03 € par mois. Allez, à très vite, tchuss!